Une caméra pour une surveillance 24 heures sur 24 dans une chambre d'hôpital. Donc vous buvez complètement le verre d'eau. Voilà à quoi ressemble un essai clinique en France. Information sur le médicament testé, assurance en cas de problème, une rémunération de 1 200 € pour ce test et surtout la signature d'un consentement éclairé. Le dispositif est très encadré. Voilà, je vous laisse alors signer. Mais le nombre d'essais cliniques réalisés en France diminue. Ils sont devenus beaucoup trop chers. Quand on me dit un bilan biologique, vous me le facturez, je vous dis une somme approximative, vous me le facturez 150 €, mais moi en Inde je l'ai pour 10 €, je ne peux pas m'aligner. C'est impossible. Mais que se passe-t-il donc en Inde? C'est à des milliers de kilomètres que nous avons choisi d'enquêter à New Delhi, la capitale du pays. Et voici ce que nous avons découvert dans le cabinet de ce médecin. La mère de cette femme est malade, il va lui proposer un test de médicaments sans même voir la patiente. Elle a un mélanome. Je lui propose un nouveau médicament qui est gratuit. C'est un médicament d'un grand laboratoire et c'est gratuit. Ce médecin se contente seulement de parler d'un nouveau médicament gratuit et ne prononce jamais le terme essai clinique. Si le médecin vous le propose, vous allez le prendre? Oui, évidemment, c'est lui le médecin. Et en plus, c'est gratuit. Sommes-nous face à un essai clinique? La mère de cette patiente va-t-elle tester un nouveau médicament, une molécule que nous consommerons demain? En tout cas pour ce médecin, les affaires marchent plutôt bien en ce moment. Toutes ces armoires sont pleines de tests pour des nouveaux médicaments. Il y en a des milliers. Vous êtes un peu le roi des essais cliniques. Ah oui. Les mêmes précautions sont-elles prises dans ce pays qui pratique 10 fois plus d'essais cliniques qu'en France? Les règles éthiques internationales sont-elles respectées? Enquête sur une délocalisation où la transparence n'est souvent que de façade. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut se rendre à Ahmedabad, une ville du Gujarat qui a fait des essais cliniques une véritable spécialité locale. Depuis 2005, l'Inde attire les multinationales du médicament avec sa législation plus souple. Résultat, de plus en plus de centres d'essais cliniques s'y installent. Dans ce bidonville, quasiment tous les habitants ont un jour ou l'autre testé un nouveau médicament. Rekha en a même presque fait un travail à plein temps. Elle habite dans cette maison avec son mari et toute sa famille. Viens voir, c'est ta grand-mère qui est revenue. Plus de 10 personnes s'entassent dans à peine 20 mètres carrés. Dans ce foyer très pauvre, Rekha est en ce moment la seule à faire vivre la famille. Et son activité n'est pas taboue, bien au contraire. Il n'y a pas de secret entre nous. Tout le monde est au courant, même les enfants. Pourquoi je devrais me cacher alors que ma famille sait très bien où je vais travailler? Rekha vient juste de terminer un essai. Elle est restée 3 jours dans un centre avec un comprimé à avaler plusieurs fois. Vous gagnez combien pour ça? Environ 170 € cette fois-ci. Et c'était pour quel médicament? C'était contre le cancer. 170 € l'essai clinique, soit 10 fois plus que le salaire journalier en Inde. Rekha a aussi testé d'autres médicaments, comme des contraceptifs. Les médecins lui ont-ils expliqué à chaque fois de quoi il s'agissait vraiment? En fait, le document officiel tient sur un bout de papier qu'elle arrive à peine à déchiffrer. Vous pouvez nous lire le document? Vous voulez que je le lise? Alors, c'est pour des femmes qui ont des problèmes de règles. Elles peuvent envoyer... Non, désolé, je n'arrive pas à lire. Mais vous aviez lu ce papier avant de le signer? Ils ont dit ceux qui savent lire, tant mieux, et ceux qui ne veulent pas le lire ou qui ne savent pas lire, tant pis. Des patients parfois analphabètes, comment dès lors parler de consentement éclairé? Rekha conserve précieusement dans une boîte en métal des dizaines de cartes de visite
des centres pour lesquels elle a travaillé. Ça, c'est la carte d'un centre d'essai. J'ai fait un test chez eux. Et là, j'en ai fait seulement un. C'était la première fois. Et ces autres cartes? Là, celui-là, j'y suis allée 2 fois. Vous les avez eues où, toutes ces cartes? Quand je vais faire un essai, ils me donnent une carte en cas de problème. Reka a multiplié les tests de médicaments sans aucune limite ni surveillance médicale une fois l'essai terminé. Comment cette femme a-t-elle appris qu'elle pouvait gagner de l'argent grâce aux essais cliniques? Et surtout, comment est-elle entrée en contact avec toutes ces sociétés? Au dos d'une carte, elle a conservé précieusement le numéro d'un certain Ravi. Il joue le rôle d'intermédiaire et propose tous ses tests à Reka. Nous prenons contact avec lui. Il nous donne rendez-vous dans son village, à la sortie d'Ahmedabad. Ravi est un rabatteur. Il passe ses journées à arpenter les rues et à recruter des cobayes pour les centres d'essais cliniques. Un travail totalement illégal. Alors si vous avez besoin de gens pour un essai, vous faites comment? Vous allez frapper à leur porte? Oui, souvent je sonne aux portes des maisons pour trouver des gens. Ravi travaille pour une quinzaine de centres d'essais cliniques de la région. Il gagne assez bien sa vie. Les gens des centres d'essai viennent me voir et me demandent si je peux leur trouver des volontaires. Moi, je reçois 7 € par patient. C'est comme ça que j'ai d'abord commencé, avec 2-3 volontaires. Aujourd'hui, j'en recrute beaucoup plus. Et combien de temps ça prend pour trouver des gens? 10 personnes par exemple? Pas beaucoup de temps. Quand j'ai un besoin de 10 personnes, ça me prend 1 heure. J'ai leur téléphone avec moi, je leur passe juste un coup de fil et je leur dis qu'ils doivent aller faire un test. Ravi va nous en dire plus. Il nous révèle les astuces de ses employeurs pour recruter des patients en un temps record. Pour qu'il y ait toujours assez de volontaires, les centres leur disent que pour le prochain test, ils devront venir avec un faux nom. Comme ça, ils seront admis. Vous devez savoir qu'en Inde, la loi dit qu'il faut un délai de 3 mois entre chaque test pour une personne. Alors, en venant avec une fausse identité, les centres peuvent les enrôler pour un test sans tenir compte de ce délai. Ce genre de choses, presque tous les centres le font. Pourquoi Ravi prend-il le risque de nous révéler ses fraudes? En ce moment, il est inquiet. Une femme qui habite à 2 pas de chez lui est gravement malade. Il lui rend même visite tous les jours. Bonjour Ina, comment vas-tu? Ça va, ça va. Et ta santé? Ça peut aller. Ina, elle est allée faire un essai clinique. C'est vous qui l'avez envoyé? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu des effets secondaires graves à cause du test. Maintenant, elle souffre d'une tumeur au cerveau. Avant le test, Ina était en parfaite santé. Mais quelques semaines après cet essai, Ina souffre de violents maux de tête. Aujourd'hui, elle est atteinte d'un cancer du cerveau. Elle a gardé tous les documents liés à cet essai clinique, sans beaucoup d'explications sur les effets secondaires. Il y a son nom, Ina, sa signature et tous les détails. Et c'est écrit qu'elle recevra 140 € pour ce test. Au paragraphe 18, à propos d'éventuels effets secondaires, ils disent juste de ne pas prendre d'autres médicaments et de venir les informer. Mais vous l'aviez lu, ce document? Non, il ne nous autorisait pas à le lire. Il nous demandait simplement de signer et reprenait le document. Vous êtes en colère contre Ravi? À cause de mes problèmes financiers, j'ai été obligée d'aller faire cet essai clinique. J'avais vraiment besoin d'argent. Ravi, il ne m'a pas forcé, vous savez. Des documents peu clairs, sans informations précises sur les effets secondaires, pour 140 €, soit 10 fois moins qu'en France. Est-ce la molécule qu'elle a testée qui a provoqué sa maladie?
Ravi en est convaincu. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade. Et la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce piège va continuer de se refermer sur les personnes ou sur les familles enrôlées dans des essais cliniques. Aujourd'hui, Ravi travaille toujours pour des centres d'essais cliniques. C'est son unique gagne-pain. Des cobayes, devenus des malades et plus grave, depuis quelques années, de plus en plus de morts suspectes. Comme dans cette famille, Dalpad avait un fils, Vinod. Il est décédé subitement, à l'âge de 27 ans seulement. Sans travail et à l'insu de ses parents, le jeune homme a participé à plusieurs tests de médicaments pendant 3 ans. Jusqu'au dernier test, celui de trop, selon son père. Il est allé tester un médicament. Une semaine plus tard, il est tombé malade. Il a commencé à vomir. Je l'ai conduit à l'hôpital le plus proche et à 23 h, il est mort. En fouillant ses affaires, j'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est son badge d'accès chez Lambda Recherche. Je l'ai trouvé dans sa poche après sa mort. Un visage triste sur un badge d'accès au centre d'essai et un portrait. Voilà tout ce que Dalpad et sa femme ont conservé de leur fils. Ils n'ont pas eu d'explication des médecins sur son décès. Les docteurs ne m'ont rien dit sur la cause exacte de sa mort. Ils m'ont parlé des vomissements. Ils m'ont dit qu'il avait perdu sa motricité. Vous pensez que l'essai clinique est responsable de la mort de votre fils? Oui, j'en suis certain. C'est juste après qu'il a eu tous ces problèmes de santé. Mais vous avez des preuves de ce que vous dites? Non, je n'ai pas de preuves. Mais vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Comment établir un lien entre ce test et la mort de Vinod? Sans autopsie, difficile de trouver la cause exacte d'un décès. Seule certitude, en Inde, il existe aujourd'hui une liste officielle de victimes. Dans ce document confidentiel que nous nous sommes procurés, le gouvernement indien établit le nombre de décès qui seraient liés à des essais cliniques. Il pourrait s'agir de décès en lien avec des maladies mortelles comme le cancer, etc. Ou le fait de donner des médicaments à des patients en phase critique ou terminale, ou d'effets secondaires ou de causes inexpliquées. Au total, entre 2008 et 2012, les autorités indiennes recensent 2061 morts dans le cadre d'essais de médicaments. Dans cette liste figurent les plus grands laboratoires pharmaceutiques, l'allemand Bayer, l'américain Pfizer ou encore le français Sanofi. Pour leurs essais cliniques, ils ont recours en général à des sous-traitants, ces centres d'essais privés comme Lambda Recherche, où Vinod, le jeune homme décédé, se rendait. Nous avons voulu rencontrer les responsables de Lambda Recherche. Toutes nos demandes sont restées sans réponse. Nous décidons de nous rendre sur place. Bonjour. Vous parlez anglais? Pas de caméra, c'est interdit de filmer. Ici, nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Impossible de savoir dans quelles conditions sont réalisés des essais sur les patients chez Lambda Recherche. Sur son site internet, ce sous-traitant indien précise être accrédité par la plupart des agences internationales du médicament, dont l'AFSAPS, l'agence française. Retour en France. L'AFSAPS a changé de nom. Aujourd'hui, elle s'appelle l'ANSM. Ses bureaux sont en banlieue parisienne. Cet organisme public, c'est un peu le gendarme du médicament. L'agence est chargée d'inspecter les centres d'essais cliniques à travers le monde pour le compte de l'Union européenne. Il aura fallu plusieurs mois de sollicitations pour être reçu. Face à nous, 4 personnes, dont l'attaché de presse. Sur le site de Lambda, on voit que Lambda est accrédité par l'AFSAPS. De mémoire, on voit que Lambda a été inspecté par l'AFSAPS, pas qu'ils sont accrédités, et il n'y a pas d'accréditation
Sur le site de Lambda, je vous invite à y aller et vous figurez sur... Le nom est cité parmi les différentes autorités qui les ont inspectés. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, que s'il y a eu des soucis et que vous les avez validés, je ne comprends pas bien en fait. Nous avons inspecté des essais chez Lambda. Et tout s'est bien passé? Et vous avez inspecté ça quand en fait? La dernière inspection chez Lambda, c'était en 2011. Et donc, ces inspecteurs de l'agence sont-ils au courant des décès suspects liés au centre Lambda et qui figurent dans la liste officielle du gouvernement indien? Est-ce que vous avez connaissance de cette liste? Alors, nous, on n'a pas connaissance de la liste précise, on a connaissance d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'essais cliniques tels qu'ils ont été rapportés par la presse. On a eu connaissance également d'essais cliniques qui ont été conduits de façon illégale en Inde. Ça en fait, c'est ça que... Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez accès à ça? Malaise autour de la table. Je ne connais pas la liste dont vous faites état. Au cours de cet entretien, nous comprenons que l'agence inspecte les centres uniquement une fois l'essai terminé. Concrètement, est-ce que vous avez inspecté un essai clinique en cours d'un laboratoire européen qui fait un essai clinique phase 3 en Inde? Non, pas l'année dernière. Cette question des promoteurs français, des sociétés françaises ou des sociétés européennes vis-à-vis d'essais cliniques conduits dans les pays tiers, pour le moment, nous n'avons pas de voie réglementaire pour intervenir. Nous ne sommes pas sur notre territoire, nous ne sommes pas sur notre champ. Pas d'inspection à l'improviste. Faute de base légale, le rôle de l'agence semble limité. Une difficulté accrue par le système de sous-traitance, les grands laboratoires pouvant se retrancher derrière les centres privés pour leurs essais. Nous avons contacté des dizaines de ces centres, aucun n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors, nous nous sommes fait passer pour un laboratoire français qui souhaite tester rapidement un nouveau médicament en Inde. Nous avons créé un site internet et inventé une molécule. Nous nous présentons comme les responsables du laboratoire qui prospecte en Inde. Cette fois, l'accueil est plus chaleureux. Le rendez-vous est vite décroché dans ce centre privé qui sous-traite pour les plus grands laboratoires internationaux. Au bout de quelques minutes, l'un des directeurs nous livre un discours bien rodé. Bienvenue. Voici ma carte. Nous avons beaucoup de volontaires, il suffit de regarder dans la rue. C'est un énorme avantage, ce nombre de patients. De manière générale, le recrutement est très rapide en Inde. Nous sommes 40% moins chers qu'aux États-Unis, soit 50% moins chers qu'en Europe. Et plus il y a de patients à recruter, moins c'est cher. Pour 200 patients, vous ferez une certaine économie. Pour 1200 patients, là, vous allez faire de grosses économies. Et au niveau des assurances pour les patients? Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Nous nous occupons des assurances. Et en ce qui concerne les consentements des patients? Ça aussi, c'est notre problème. On s'occupe des consentements, ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas votre problème. Nous pouvons signer tout de suite un accord de confidentialité si vous le voulez. Je vais attendre, je vais en parler avec mes médecins et avec toute mon équipe. Aucune question précise et technique sur notre médicament à tester. Une fois le contrat signé, le centre s'occupe de tout, des consentements aux assurances. Les grands laboratoires peuvent alors confier à ce centre la totalité d'un essai clinique et ensuite récupérer simplement les résultats. Mais alors, qui est vraiment responsable en cas de problème? Depuis des années, un médecin tire la sonnette d'alarme sur ces pratiques opaques. Le docteur Gulati dirige une revue scientifique. Pour lui, lorsqu'un accident survient lors d'un essai clinique, la réponse des laboratoires et des centres privés est souvent la même. Quand un patient décède, il est toujours possible de dire qu'il n'est pas mort à cause d'un essai clinique. Il est mort parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi, qu'il avait fait son temps sur Terre.
Qui alors peut vraiment dire ce qui s'est passé? Il n'y a que des experts indépendants qui pourraient établir s'il est mort à cause de l'essai clinique ou pas. Et pour l'instant, ça n'existe pas en Inde. Pas d'autopsie, pas d'autorité indépendante pour enquêter sur cette mortalité inquiétante. Mais certains signes ne trompent pas. Depuis quelque temps, de grands laboratoires commenceraient à indemniser discrètement des victimes d'essais cliniques. En avril-mai 2011, le ministère de la Santé a convoqué 45 grands laboratoires pharmaceutiques et leur a dit « ça ne peut plus durer. Soit vous payez, soit c'est terminé, parce qu'il y a trop de problèmes. Et si nous avons des problèmes, vous allez en avoir aussi. » Apparemment, il semble que ces laboratoires se sont réunis entre eux et se sont dit « qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se faire mettre dehors? Vite payons !» Et ils ont tous payé le même montant. Une sorte d'accord entre laboratoires pour indemniser à minima les victimes. Une pratique illégale. Un document confidentiel des autorités indiennes semblerait confirmer la version du docteur Gulati. Voici la liste des personnes indemnisées. Une cinquantaine de victimes ont pour l'instant reçu de l'argent, et c'est quasiment toujours la même somme, 150 à 250 000 roupies, soit 2 à 3 500 euros. Dans cette liste, Sanofi. Le groupe pharmaceutique français a indemnisé les familles de 3 personnes décédées en 2011. La femme d'une de ces victimes a accepté de nous raconter son histoire. Elle vit à l'autre bout du pays, à Calcutta. C'est à 2 pas du centre historique, dans un quartier calme, qu'elle nous a donné rendez-vous avec son neveu et sa fille. Aruna a perdu son mari en 2008, mais le traumatisme est toujours là des années après. À 53 ans, Dhruba, son mari, était atteint d'un cancer. Il avait accepté de tester une nouvelle molécule du laboratoire français. À cette époque, je n'avais aucune idée de tout ça. Le médecin me disait que ce médicament, c'était bien et qu'il faisait plus d'effet que les médicaments en vente. Il m'a demandé de bien réfléchir à ça. Si vous êtes volontaire pour cet essai, le médecin vous disait qu'avec ce médicament, le cancer allait disparaître, qu'il y avait 90% de chances qu'il parte complètement. C'est ça qu'il nous a dit. Mais les effets ne sont pas ceux escomptés. Au contraire. Sa santé s'est vite détériorée. Il était incapable de rester debout. La nuit, il disait qu'il devait vite aller aux toilettes. Il était devenu incontinent. Il y avait du sang dans ses selles, et puis il s'est mis à saigner du nez et des oreilles. Plus de 3 ans après, Aruna a reçu un chèque. Elle n'avait engagé aucune procédure contre le laboratoire. Elle en a gardé une photocopie. 150 000 roupies, soit 2083 euros. Une somme qui semble dérisoire. Cette indemnisation, de la part de Sanofi, pour la mort d'un patient, est-elle le début d'une prise de conscience des dysfonctionnements liés aux essais cliniques? Nous avons retrouvé le médecin responsable de cet essai. Il exerce toujours à Calcutta, dans un hôpital privé. Ce médecin estime avoir fait son travail et conteste le terme d'indemnisation. Je n'aime pas du tout le mot indemnisation, car il signifie que vous avez blessé quelqu'un de manière intentionnelle et délibérée. Moi, je cherche à faire ce qu'il y a de mieux pour mon patient. Donc le mot indemnisation, c'est un mauvais terme. D'accord ? Un patient atteint d'un cancer en phase terminale va mourir de toute façon dans les 2 mois et demi. Pour quelqu'un qui gagne 300 euros par mois, ce qui est déjà bien plus que le salaire moyen, je trouve que 2083 euros, c'est bien. À la fin de l'entretien,
ce médecin nous donne une information assez surprenante. Avant votre venue, Sanofi m'a téléphoné et m'a demandé de ne pas vous parler. C'est une des entreprises les plus puissantes en Europe, vous savez. Une grande entreprise française au chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2012. Pendant 3 mois, nous avons sollicité Sanofi par téléphone et par mail. Nous avons reçu une seule réponse écrite. Dans ce courriel, rédigé en anglais, le groupe affirme travailler dans le respect des normes éthiques et des bonnes pratiques cliniques. Il affirme également prendre des assurances pour tous les essais cliniques réalisés en Inde. Nous souhaitons rencontrer l'un des responsables de Sanofi. Nous décidons de nous rendre à Paris. Moi, je connais pas assez bien la situation, simplement, j'ai pas le mandat aujourd'hui pour parler au nom de Sanofi. Moi, je suis très ennuyé parce que qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en gros, on n'a pas pu vous voir. Moi, ma position à moi, c'est pour ça que depuis le début, je vous parle. La dernière chose à faire, c'est la politique de la chaise vide. Il suffit de la presse, c'est bien qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de consentement qui n'étaient pas toujours pris. Il y a eu des comités d'éthique qui n'étaient pas au niveau. Il y a eu la notion sur laquelle on tombe toujours, qui est la notion de vulnérabilité des populations. Il y a des populations vulnérables qui ne sont pas en mesure nécessairement de pouvoir accepter ou refuser les choses. Et donc il faut mettre en place des garde-fous, donc on travaille là-dessus. Et tout ça n'est pas simple. Ce qui se passe parfois, c'est pas très clean. C'est bien parce qu'il y a eu des problèmes, on met en place des procédures pour que ça se passe plus. On veut savoir très précisément qui en a fait le travail, on va voir des auditeurs. Parce qu'il y a eu des problèmes, il faut reconnaître. Les tests cliniques sont nécessaires pour trouver des nouveaux médicaments, guérir des maladies jusqu'alors incurables, faire avancer la science. Encore faut-il que les règles éthiques qui encadrent ces essais soient respectées partout dans le monde. La Cour suprême indienne vient de reconnaître que les essais cliniques non réglementés dans le pays posent des problèmes. Pour la première fois, des plaintes viennent d'être déposées par des victimes et leurs familles.